La liberté, écrit le comte de Ségur, n'est au fond que la justice. Dans cette voie, la nation devait à ses souverains la liberté dont elle jouissait. Louis XIV pouvait dire « Mes sujets sont les plus libres de l'Europe ». Ordre, liberté, autorité, justice découlaient d'une source commune pour se confondre dans leur cours. Supposons un instant que l'autorité du roi ait été réduite, la France retombait dans l'anarchie d'où cette autorité l'avait tirée. Sous la suzeraineté royale au Moyen-Âge, chaque seigneur dans son fief exerce indépendamment son autorité, rend la justice, perçoit des redevances, entretient des hommes d'armes. Chaque seigneur, note au XIIIe siècle Beaumanoir, est souverain en sa baronnie. Pareillement, les villes s'administraient d'une manière indépendante. Après la Renaissance, Montaigne voit encore dans les nobles qui hérissaient le pays de leurs tourelles à poivrières deux vrais souverains. Le train, les sujets, les officiers, les occupations, le service et les cérémonies d'un seigneur, nourri entre ses valets, il n'est rien de plus royal. Il entend parler de son maître, le roi, une fois l'an. Selon le mot de Montesquieu, chaque partie de l'État était un centre de puissance. Tout village, disait Richelieu, est une capitale. Le Parlement de Provence déclarait « Chaque commune parmi nous est une famille qui se gouverne elle-même, qui s'impose ses lois, qui veille à ses intérêts. » Les parlements des diverses provinces auraient pu parler d'eux-mêmes. Les assemblées de village où les gens des campagnes délibéraient de leurs affaires, soit sur la place commune, soit dans l'église, ont souvent étudié. C'est là, écrit Émile Chesson, c'est sur cette place, sous cette orme, que nos pères se réunissaient et délibéraient sur leur fort. Aujourd'hui, ces villages sont absorbés par la centralisation et ressentent tous au même moment la même impulsion bureaucratique. Ils ont perdu leur vie propre et leur relief. Le pays de France était hérissé de liberté. Par elle, il se gouvernait, liberté renforcée par les hiérarchies sociales et l'indépendance des provinces. Après le traité d'Arras, Charles VII décide le rétablissement des aides. Il s'agissait de la solde des hommes d'armes. Les États provinciaux s'y opposent et la mesure ne peut être appliquée. En 1518, François Ier veut introduire la gabelle en Bretagne. Il y doit renoncer sur l'opposition des Bretons. De même, Henri II doit renoncer à faire percevoir la gabelle en Saintonge. En 1621, Louis XIII et Richelieu projettent d'établir des droits de douane à la frontière d'Espagne. Protestations du Languedoc devant lesquelles rois et ministres doivent s'incliner. Par une déclaration publiée à Cognac en 1622, Louis XIII laisse au Languedoc le libre-échange de ses marchandises avec l'Espagne, mais il établit des bureaux de douane entre le Languedoc et l'Auvergne. Le jour où mes sujets du Languedoc, dit le roi, voudront bien m'autoriser à placer des percepteurs à la frontière espagnole, je retirerai ceux que je suis obligé de mettre à l'intérieur du royaume. La Provence accepta une douane sur la frontière italienne, mais elle en voulut également une sur la frontière française, de manière à former économiquement un État à part. Quant à la Bourgogne, au Dauphiné, à la Guyenne, à la Bretagne, à l'Aunis, ces provinces se décidèrent les unes pour des douanes, outre l'étranger, les autres contre la France. Louis XIV et Colbert unirent vainement les efforts pour faire disparaître les douanes intérieures qui séparaient nos provinces les unes des autres. Ils auraient voulu donner au peuple la libre circulation des grains d'une si impérieuse utilité. Pour commander le livre Ce qu'était un roi de France, cliquez sur le lien dans la description. Sachez que vos achats me permettent de financer cette chaîne d'histoire, alors d'avance, merci beaucoup, merci pour votre soutien.